Bonsoir tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Visio, n'importe quoi, sur ce live Twitch. Donc c'est une première pour moi et pour l'UNECD. Le but de cette visio, ça va être un peu de parler de tout ce qui se passe au niveau des affaires académiques. Donc les affaires académiques, c'est plutôt tout ce qui est genre réforme et les actualités de notre formation, de ce qui se passe au niveau de notre formation. Donc elle va se diviser en trois parties et ça va être tout au long de la soirée en trois parties. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, j'ai le chat sur la gauche, donc je peux répondre à vos questions. Il n'y a vraiment aucun souci pour que vous posiez vos questions et je pourrai y répondre. Du coup voilà, j'espère que ça va, j'espère que votre journée n'a pas été trop fatigante et puis voilà, on va pouvoir commencer. Tout d'abord, dans un premier temps, je vais vous présenter l'UNSD parce que je ne sais pas si tout le monde ici connaît, même si je pense que vous avez dû voir les communications. L'UNSCD, du coup, c'est l'Union nationale des étudiants en chirurgie dentaire. Donc, c'est une association nationale qui est représentative de tous les étudiants en chirurgie dentaire. Et surtout, quelque chose qui est important, c'est que ce n'est pas un syndicat, c'est pas sous la même loi, c'est-à-dire que il y a des différences entre les deux. Nous, on défend pas des travailleurs, on défend des étudiants. On est non bénéfique, donc c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à avoir du bénéfice. Et il y a d'autres points différents entre les deux. Et surtout, on agit sur de nombreux projets avec tous les différents pôles qui existent à l'UNECD, donc les affaires académiques, les affaires internationales, les affaires sociales, la recherche, l'innovation sociale. Bref, plein de postes différents. Et du coup, moi, la petite personne en bas à droite de l'écran, du coup, c'est Félix Delalave, le vice-président chargé des affaires académiques. Donc, c'est moi qui gère un peu toutes les réformes et qui voit un peu tout ce qui se passe. Voilà. Ensuite, du coup, on va pouvoir commencer à parler plus précisément. J'espère que vous n'avez pas de questions déjà par rapport à ça. Euh, mais on va pouvoir commencer. Donc, pour ceux qui ne savent pas, les études de dentaire sont réparties sur trois cycles. Euh, donc, premier cycle, première, deuxième, troisième année, qui est le cycle des diplômes de formation générale en sciences odontologiques. Le deuxième cycle, quatrième et cinquième année, le diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques. Et du coup, la sixième année, où euh, le passage de la thèse. Et donc, par cycle, il y a des réformes qui sont en place parce que soit il y a des différents soucis, mais il y a aussi d'autres. Enfin, toujours améliorer le plus possible les choses, c'est toujours bien. Du coup, on va pouvoir commencer. On va faire dans l'ordre chronologique. On va partir sur le premier cycle, donc première, deuxième et troisième année. Au niveau du premier cycle, c'est principalement la première année, donc la première année de sélection que vous avez passé, probablement le PASS ou la LAS, ou PASSES pour les personnes qui l'ont passé. Il n'y a pas forcément de réforme sur la deuxième et la troisième année, qui pour le moment a été revue aussi il n'y a pas longtemps, et les programmes qui ont été revus. Du coup, R1C, réforme du premier cycle. Pour un point de contexte, il y a déjà une première réforme, il y a 3 ou 4 ans de ça, sur cette première année de sélection. Du coup, certains c'était le PASS et d'autres c'était la LAS. Mais le souci, c'est que ça a été une réforme qui n'a pas répondu aux attentes de cette réforme, c'est-à-dire la diversification des profils, la lisibilité, le bien-être, l'arrêt du gâchis, c'est-à-dire ne euh, pas perdre un an ou 2 ans ou 3 ans de sa vie pour une sélection pour au final même pas acquérir un diplôme à la fin, et surtout la visibilité des 5 filières MMPK pour avoir un accès qui est équitable entre les 5 filières. Le souci aussi, c'est que cette mise en place a été trop rapide pour les universités, ce qui a empêché la mise en œuvre aux universités de s'approprier cette réforme et surtout de préparer les professeurs, les universités, les locaux et tout ça à recevoir des étudiants. C'est-à-dire que ça s'est fait au fur et à mesure. Là, on arrive à un modèle qui est déjà plus stable, mais on a toujours des problèmes qui ne sont pas résolus dus à cette réforme. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les 5 filières MMOPK, médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie et kiné, ont travaillé ensemble pour créer ce qu'on appelle la licence santé 2.0. C'est-à-dire que c'est une contribution. Donc, contribution, c'est un document important où c'est des positions qui sont dessus.
qui a été co-construite. C'est-à-dire que les 5 filières se sont réunies, ont travaillé ensemble pour construire ce document-là. Globalement, les grandes lignes de cette contribution, c'est tout d'abord la possibilité de candidater 2 fois, mais 2 fois distinctes. C'est-à-dire qu'on peut, on peut candidater en LS, en première année de licence, donc LS1, et en LS2, en deuxième année de licence. Il n'y a pas la possibilité de redoubler. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est pas si on n'a pas réussi la première année, on n'a pas le droit de redoubler, on est obligé de quitter la licence. Non, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de candidater 2 fois la même année. Par exemple, je suis étudiant en licence santé première année, je travaille l'année, je valide mes matières, certaines, pas toutes, et à la fin, du coup, je candidate quand même. J'espère que je valide toutes mes matières, du coup, je candidate. Malheureusement, je ne suis pas pris dans la sélection, mais je n'ai pas non plus validé mon année. C'est-à-dire qu'il y a certains enseignements que je n'ai pas pu valider. À ce moment-là, je peux redoubler la licence en validant les matières, en validant les ECTS qui sont les points attribués quand on valide des unités d'enseignement, mais je n'ai pas la possibilité de recandidater sur cette première année. Mais cependant, à la fin de ce redoublement de la licence, il y a la possibilité de passer en licence santé 2, du coup en licence santé deuxième année, où là il y aura la possibilité de nouveau candidater. Du coup, c'est pas un redoublement parce qu'on n'a pas le droit de recandidater la même année, mais ça permet d'avoir plusieurs possibilités à l'étudiant entre la première et la deuxième année. Au niveau de la première année, du coup, la répartition ouais, globalement, la licence santé, ça sera réparti. Donc, sur tout le monde, ça fait 60 ECTS pour n'importe quelle licence. Et du coup, il y aura 40 ECTS, donc des points, et 20 des points sur des cours de santé, et 20 ECTS disciplinaires. Disciplinaire, c'est le type de licence. Et du coup, en gros, il y aura une majorité de cours de santé avec des cours de disciplinaire, donc de licence, qui seront suffisants pour pouvoir passer à l'année d'après. Euh, Ensuite, on voit beaucoup cette première année comme une année d'apprentissage, mais c'est surtout une année aussi d'orientation. C'est-à-dire qu'on quitte le lycée, on a pu peut-être s'informer, peut-être pas, mais on veut partir dans la santé. Le but aussi, c'est de faire découvrir les différents métiers possibles, les différentes filières, et dans ces filières-là, les métiers et les formations qui en découlent. Donc, dans cette contribution, on porte aussi le fait d'avoir un module découverte des métiers, avec des cours thématiques sur les différentes filières, des contacts possibles avec les différents métiers pour que quand on fasse le choix à la sélection, ça soit un choix qui soit éclairé et où on a toutes les possibilités qui nous est offerte. Ensuite, la création d'un modèle par filière MOPK, qu'est-ce qu'il y a aussi, sur les autres parties, c'est qu'il y a des classements étudiants seulement avec la partie santé pour la première année. La deuxième année, ça sera différent, mais c'est un peu plus compliqué, donc je ne l'expliquerai pas forcément là maintenant. Mais c'est comme il n'y a que les enseignements de santé qui sont communs aux 5 filières et aux différentes licences qui sont proposées. C'est que sur cette partie-là qu'on peut évaluer parce que si on veut être équitable entre les étudiants, c'est les seules matières qu'ils ont en commun. Et du coup, suite à ça, il y aura une sélection qui sera faite entre les étudiants avec en 2 parties. Une première partie avec des grands admissibles, donc maximum de 30%. Les grands admissibles, c'est-à-dire que c'est les personnes qui ont directement été choisies sans passer par la case des oraux. Et du coup, ça mène vers le second groupe, du coup, les oraux, c'est-à-dire qu'il y a une partie des personnes qui ne sont pas grand admissibles, c'est-à-dire qui ne passent pas directement la sélection, mais qui ont quand même été sélectionnés pour passer des oraux thématiques, et ces oraux-là vont permettre de faire une seconde sélection, où à la fin, le reste du numerus appartus, c'est-à-dire le nombre de personnes autorisées à avoir une sélection, de pouvoir accéder. Les dernières places gardées, c'est pour des passerelles. Les passerelles, c'est des étudiants qui ont déjà validé des diplômes, qui sont déjà dans la vie active et qui veulent se réorienter. C'est des étudiants en réorientation, et du coup, on a demandé à limiter ça pour 10% des effectifs. Donc l'étudiant doit avoir accès, et surtout, l'étudiant doit avoir accès aux mêmes services, peu importe l'établissement. C'est-à-dire que
en fonction des universités, c'est pas parce qu'on est dans une antenne universitaire, c'est-à-dire une petite université qui est rattachée à une grande université. Par exemple, moi je viens de Caen, euh, et l'antenne universitaire de Caen, c'est Alençon, qui est une plus petite université qui propose moins de licences, par exemple. Et bien il faut que entre Alençon et Caen, ça ait les mêmes conditions de travail pour pas qu'il y en ait un qui soit avantagé ou l'autre qui soit désavantagé. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Ensuite, il y a pas mal Nous, on a réfléchi et on a, dans la contribution, parlé aussi des limites et des discussions qu'on pouvait avoir. C'est que le but, c'est d'avoir une accessibilité qui soit égale entre tous les étudiants. Et du coup, un point très important de cette contribution, c'est pas de sélection ou de présélection via Parcoursup. C'est-à-dire que on ne doit pas partir dans une filière directement après le lycée. C'est-à-dire qu'une sélection doit être faite. C'est vrai que ça peut paraître étonnant, parce que la sélection, ça entraîne du stress, ça entraîne certaines choses, mais d'un point de vue égalitaire, pour un accès commun aux études, c'est important de donner des conditions exactes entre les étudiants. On sait qu'il y a des différences entre les lycées, on sait qu'il y a des différences sur Parcoursup. Du coup, apporter une présélection ou une sélection sur Parcoursup, ça crée d'énormes inégalités. Une autre limite et un autre problème, c'est de laisser la possibilité de choisir les 5 filières à l'étudiant et pas de demander de limiter à 2 ou 3. Le choix peut se faire trop tôt, l'étudiant peut ensuite regarder, se renseigner, s'orienter, c'est le but de cette année-là, et donc il a la possibilité de candidater sur les 5 filières. Et du coup, là, de nouveau, c'est hyper important d'avoir un environnement de travail qui soit égal entre tous les étudiants. Donc, par exemple, l'accès aux services universitaires, comme les logements Crous, le restaurant universitaire, le service de santé étudiant, mais aussi les TIS. Les TIS, c'est les tutorat d'entrée dans les études de santé. C'est des associations, généralement, qui viennent en aide aux étudiants. Donc, c'est des associations qui sont gratuites. Donc, c'est important aussi de rendre accessible à tous les étudiants cette partie-là. Mais du coup, là, tout ce que je vous ai dit, c'est les positions qu'on a en tant qu'étudiant. Il y a des travaux qui sont faits avec le gouvernement et tout ça. Donc là, c'est des positions que nous avons, mais c'est pas ce qui va forcément se passer. Mais pourquoi on demande une réforme et pourquoi il y a une réforme qui est en cours? Comme j'ai pu évoquer certains points tout à l'heure, mais maintenant il y a surtout un souci de visibilité pour les étudiants. C'est-à-dire que déjà pour choisir la licence ou le pass ou la LAS, c'est déjà très compliqué de savoir. C'est une réforme qui est très complexe et qui demande d'y être ou d'être avec des personnes en contact. Du coup là, c'est de simplifier cette réforme en ayant une voie unique, une voie commune aux 5 filières. Comme ça, pas de souci pour savoir où on doit aller et tout ça. Mais surtout, d'un point de vue bien-être étudiant, réformer cette première année pour que l'étudiant, même s'il y aura du stress parce que par la sélection, qu'elle soit le plus agréable possible. Il y a aussi de grands problèmes d'organisation et de mise en place. Comme j'ai pu le dire, ça a été fait très rapidement. C'est pas les mêmes choses entre les universités, il y a d'énormes différences. Donc, avoir une organisation qui soit claire, précise, définie et organisée de façon similaire entre tous les territoires, même si les universités sont indépendantes, avoir quand même des choses qui soient extrêmement similaires. Mais aussi, c'est le problème de l'ancienne réforme, c'est que ça ne résout pas les soucis de diversification des profils. Ça l'a amélioré face à la PACES, qui est du coup l'ancienne sélection, mais pas encore totalement. C'est-à-dire qu'on n'a pas accédé à ce qu'on voulait exactement. Donc, on est sur la bonne voie. On doit pousser encore et franchement, après, on pourra avoir une belle diversification des profils et pas avoir que des personnes qui sont déjà dans le milieu. Et enfin, le dernier point, c'est ancienne réforme mise en place trop rapidement avec plusieurs possibilités entraînant des soucis de compréhension. C'est globalement, comme ça a été trop rapide, les étudiants n'ont pas pu prendre connaissance de ça. Ça a été fait rapidement, maintenant c'est mieux, mais il y a toujours des soucis de compréhension. Euh, pour l'évolution globale du modèle, globalement, pour avoir un peu une conclusion, c'est que ça serait un mélange entre le PASS et la LAS, euh, un peu une fusion des deux. Comme ça, on garde une majorité de santé, mais il y a toujours de la disciplinaire. On a un peu un regroupement des deux, avec un équilibre du coup entre les matières de santé et disciplinaire pour pouvoir continuer dans les deux, peu importe ce qu'on fait. Et ensuite, c'est aussi que pour qu'il y ait une base commune à toutes les filières. Donc, c'est vraiment avoir une voie unique
et communes pour faciliter la compréhension des futurs étudiants, des familles, diversifier les profils, et surtout, le point principal, c'est de ne pas avoir de gâchis et de perdre du coup certaines années. Donc voilà pour le globalement. Là, actuellement, qu'est-ce qui se passe? Parce que du coup, c'est les actualités, mais qu'est-ce qui se passe actuellement? C'est qu'on a des groupes de travail réguliers avec la Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle. Qu'est-ce que c'est? C'est globalement un groupe de personnes qui travaillent sur les réformes. C'est pas eux qui vont apporter les textes de loi, mais ils vont créer un document qui va permettre d'orienter ce que l'État cherche dans la réforme. Donc c'est globalement des personnes qui vont observer tout ce qui se passe, prendre des informations de partout, les avis de partout pour créer un document à la fin. Ces groupes de travail sont sur 5 thématiques pour bien englober globalement la réforme. Donc le contenu du bloc santé, c'est-à-dire les cours et les modalités pédagogiques. Ensuite, capacité d'accueil et Parcoursup. Nous, on a nos positions dessus, mais il y a d'autres personnes qui ont d'autres positions. Donc c'est pour parler un peu de comment on voit cette sélection des étudiants. La modalité d'accès à MOPK. Ensuite, c'est pour bien partir sur la sélection en mode comment ça se passe. La territorialisation, parce qu'on sait que c'est hyper important, le maillage des praticiens par la suite. Du coup, la territorialisation, c'est également comment on rend accessibles les années d'études de santé. Et enfin, les passerelles et les retours des étudiants en médecine formés en premier cycle dans l'Union européenne. Euh, c'est globalement sur les passerelles ici, voir comment les universités ressentent les passerelles et par la suite voir les évolutions. Donc, je peux pas plus apporter d'informations sur ce qui se passe dans ces groupes de travail parce que malheureusement, c'est des groupes qui sont confidentiels. Mais dès que le rapport sera sorti de la part du coup de la DGSIP, donc la Direction Générale de l'Enseignement Supérieur et de l'Insertion Professionnelle sera sorti, on vous fera un retour pour que voilà, vous ayez les informations de ce qui se passe et de ce que conseille cette direction envers l'État. Ensuite, d'un point de vue temporalité, comment ça va se passer? C'est qu'il y a le rapport de la DGSIP, donc c'est l'organisme que je vous ai dit tout à l'heure, qui va sortir, du coup le rapport va sortir. Ce rapport-là, il va dicter globalement ce qui peut se passer, parce que c'est un organisme qui est très reconnu par le ministère. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc, on doit besoin d'une loi pour pouvoir créer, du coup, cette nouvelle réforme. Il y aura le ministère et l'Assemblée qui vont proposer un texte de loi ou des textes de loi sur cette réforme-là, qui ensuite sera plutôt bien ou pas vu, et donc des amendements et tout ça, pour avoir à la fin une loi qui soit votée. Et donc pour que cette loi soit votée, je vais pas vous faire un cours de droit, mais globalement c'est que pour que ça passe au Sénat et aussi à l'Assemblée, dès que les deux sont passés, elle rentre en vigueur. Mais pour ça, il faut que des deux côtés, ça soit OK. Et du coup, la réforme, normalement, elle est prévue pour la rentrée scolaire 2027, donc septembre 2027. C'est ce qui est prévu, normalement, dans les temporalités qui sont dites, c'est ce qui devrait arriver. Après, c'est possible que ça prenne plus de temps. C'est possible. Par contre, c'est pas possible que ça prenne moins de temps. C'est forcément plus de temps. Donc, voilà à peu près pour le premier cycle et principalement du coup la première année. C'est un gros dossier, c'est quelque chose qui demande beaucoup beaucoup de temps. Mais voilà, est-ce que vous avez des petites questions? Faut vraiment pas hésiter à en poser si vous en avez. Et après, si c'est clair, c'est top, ça veut dire que j'ai été clair. Mais il faut vraiment pas hésiter à en poser si vous avez des questions pour des précisions ou quoi que ce soit. Mais voilà, si vous n'arrivez pas, si c'est top, incroyable, on va pouvoir continuer d'avancer. Donc la première, pourquoi aussi c'est important, c'est que le premier cycle et la première année va déterminer tout ce qui va se passer par la suite sur le cursus et tout comment peut s'organiser. Ensuite, donc je vous ai parlé du premier cycle, maintenant deuxième cycle. Deuxième cycle avec la quatrième et la cinquième année, c'est aussi un très gros dossier parce que comme toutes les années sont liées, la quatrième et la cinquième année influencent la sixième année et inversement. Du coup c'est important d'avoir une réforme de ce cycle-là, surtout qu'on a des études qui sont un peu, pas vieillissantes, mais qui n'ont pas eu de réforme ou d'ajustement depuis un moment. Du coup, c'est important de se renseigner. Mais quelles sont les problématiques globales? Il y a un souci d'harmonisation entre les différentes facultés, c'est-à-dire que les différentes facultés ont été créées au fur et à mesure, mais qu'il n'y a pas d'harmonisation nationale avec, même si les programmes sont communs, entre guillemets,
Il n'y a pas un nombre d'heures défini parfaitement entre les universités. Si vous parlez avec des camarades et des étudiants d'autres universités, vous allez voir qu'on n'a pas exactement ou globalement les mêmes formations. Comme j'ai pu le dire, la formation, elle est dépassée. C'est-à-dire que il n'y a pas de changement officiel depuis un moment, il n'y a pas de... Même avec les nouvelles arrivées des technologies et tout ça, il n'y a pas de réel changement. Et surtout, ce qui est remarqué, c'est un manque de pratique dans de nombreuses facultés, avec peu d'heures de pratique clinique, mais aussi un manque de professionnalisation. Le métier de chirurgien dentiste est principalement libéral à la suite des études, ou en tout cas en dehors du public. Et quelque chose qui a été remarqué, c'est que on manque de professionnalisation, professionnalisation vers le libéral. Et aussi un point qui a pu être remarqué pour les personnes préparant l'internat, c'est qu'il n'y a pas de place officielle. C'est-à-dire que les universités font comme elles le souhaitent pour organiser l'internat. Mais du coup, qu'est-ce qui est à prévoir? Tout comme pour le premier cycle, il n'y a rien de sûr à 100%. Comme c'est des réformes qui sont travaillées en fond, qui sont travaillées avec différentes instances, pour l'instant, c'est compliqué de savoir ce qui va vraiment sortir. Parce que bah, du coup, il n'y a pas de texte de loi qui est sorti officiellement. Surtout que c'est une réforme qui est à l'arrêt depuis un moment, c'est-à-dire qu'il y a des discussions qui sont en fond, il y a des documents qui sont envoyés, mais il n'y a pas de position officielle de la part de l'État ou des différentes instances politiques pour cette réforme. L'UNECD, du coup, comme on a pu le dire, vous représente auprès des différentes instances, et il y a un rapport, un document qui a été co-construit avec la conférence des doyens, et ce rapport a permis d'avoir des positions communes, chacun donnant son avis, et donc il y a eu une réflexion qui était avec les étudiants. Comme le rapport de la DGSIM, donc de la Direction Générale dont je vous parlais tout à l'heure, la conférence des doyens a aussi son point de vue dessus, et donc ce rapport-là, ça va conseiller l'État, mais ça ne va pas globalement déterminer exactement ce qui va sortir. Donc rien n'est sûr encore sur ce que je veux vous dire, mais c'est des pistes d'orientation, c'est des pistes vers lesquelles on réfléchit. Donc cette réforme, elle serait principalement sur 5 axes. Elle a été réfléchie sur 5 axes, c'est-à-dire une harmonisation de la formation, donc pour avoir une unicité au sein des universités sur tout le territoire, mais également un renforcement de la professionnalisation, comme j'ai pu vous le dire, avec en plus des cours et des stages qui permettent de se professionnaliser. Ensuite, il faut aussi un point très important qui peut être compliqué actuellement, c'est de garantir les ressources humaines nécessaires à une formation de qualité. On est une filière qui est en manque de professeurs, après un peu comme toutes les filières universitaires, mais qui est très ressentie, surtout au niveau des praticiens hospitaliers où il y a un grand manque. Ensuite, il y a aussi un problème au niveau des infrastructures matérielles et informatiques, où il faut actualiser ça, avec des facultés qui sont vieillissantes, du matériel qui est vieillissant et qui n'est plus au goût du jour, même si ça coûte de l'argent. Effectivement, on ne peut pas forcément renouveler totalement les choses, mais au moins adapter à une pratique qui sera réelle suite à la faculté. Et surtout, on demande aussi une mise en place d'un comité de suivi de cette réforme pour qu'on puisse faire des retours réguliers sans qu'il y ait de soucis pour passer par mail, que des réunions soient organisées pour qu'on puisse porter les retours des étudiants, nous, de notre côté. Donc voilà, au niveau de cette réforme, sur quoi elle est réfléchie actuellement. Donc, premier point, harmonisation de la formation. Le rapport de la conférence avec les doyens est public. Non, malheureusement, le rapport n'est pas sur Internet. Nous, de notre côté, comme c'est des positions qui ont été réfléchies par les étudiants, c'est des positions qu'on peut traduire, donc je vais vous les présenter après. Mais vous, de votre côté, vous ne pouvez pas le lire, parce que comme ça a été co-construit avec la conférence des doyens et que c'est un document qui est un peu officiel, on ne peut pas le rendre public. Donc ça sera... là, je vais vous présenter un peu les globalités, mais je ne pourrai pas vous l'envoyer. Voilà, si j'ai répondu à ta question. Mais merci de la question. Et du coup, pour détailler un peu ce qu'il y a dans ce rapport, c'est que la modernisation passerait tout d'abord par la création d'un référentiel national. Un peu comme les médecines qui ont des référentiels, même les pharma, c'est d'avoir quelque chose qui est commun avec
des compétences à avoir globalement pour que tous les dentistes qui sortent de la fac aient les mêmes compétences. Donc ce référentiel, il s'appellerait le référentiel MONA qui serait travaillé sur toutes les disciplines en plusieurs catégories. Il y aurait du coup une uniformisation également des compétences cliniques, c'est-à-dire que on demande les mêmes choses en fonction des facultés, des compétences cliniques. Pas que c'est bien d'avoir des spécificités en fonction des facultés, ça c'est toujours bien parce que ça permet d'avoir des praticiens qui ont des pratiques différentes et d'avoir des discussions différentes, mais que on puisse quand même sortir en étant des praticiens qui aient une pratique similaire. Chacun ses spécificités, mais qu'on ait quand même une base globale. Ensuite, un point qui a été très discuté, c'était la mise en place d'examens dématérialisés nationaux. Euh, Là, un peu comme chez les médecines toujours, mais ici, qui ont été travaillés pour un peu les adapter à dentaire. Ça serait des examens qui seraient communs à tous les étudiants, plutôt que chaque faculté qui passe le CSCT par exemple. Ça serait des examens qui seraient communs à toutes les facultés et ça serait un examen dématérialisé, donc ça nécessiterait du moyen matériel et technologique. Et aussi la mise en place d'examens cliniques objectifs structurés. Ça, c'était vraiment une demande de la part des étudiants aussi l'année dernière. C'était d'avoir une évaluation un peu humaine de la personne, de voir son rapport avec le patient. On sait que cependant, il y a des difficultés au niveau de l'objectivité et de l'égalité entre les étudiants. Du coup, il y a plus de détails à l'intérieur du document, mais globalement, c'est qu'il y ait des grilles d'évaluation pour que ces examens, les échos, du coup, puissent se faire plus clairement. Et aussi, un point important, c'est de faciliter ceux qui passent l'internat tout en créant une harmonie nationale entre les différentes facultés. Parce que du coup, sur les référentiels, il y aurait différents rangs, un rang A, un rang B, un rang C. Un rang A, c'est toutes les connaissances cliniques, théoriques, générales que tout le monde doit avoir. Ensuite, suite à ça, le référentiel, le rang B, du coup, ça sera un rang qui sera un peu plus poussé, avec des connaissances qui seront un peu plus poussées. Pour les gens qui veulent continuer à devenir dentiste, chirurgien dentiste, omnipraticien, ça sera pas forcément des compétences où il faudra réellement les pousser, ça sera des compétences à avoir, mais on ne demandera pas autant de niveau dans les rangs A que dans les rangs B. Ça sera plutôt pour les personnes qui veulent passer l'internat. Et enfin, le rang C, là, c'est seulement pour les personnes qui veulent passer l'internat, c'est-à-dire un approfondissement profond, un approfondissement profond, oui merci, un approfondissement des connaissances un peu plus spécifiques en chirurgie orale, en orthodontie, en médecine bucco-dentaire, pour vraiment approfondir. Mais pour ça, ceux qui veulent devenir chirurgien dentiste et omnipratique, ils n'auront pas besoin forcément de faire ça. Pourquoi avoir des EDN et des échos c'est important? C'est que comme ça, on sera tous évalués de la même manière, en même temps, et ça facilite ceux qui veulent passer l'internat. Voilà pour la première partie de la modernisation de la formation qui est la partie la plus importante avec beaucoup de changements. C'est ce qui est demandé. Après, ça coûte de l'argent, ça coûte du temps et des besoins matériels. Donc, c'est ce qu'on conseille, nous, en tant que NECD aussi. Mais voilà, c'est un conseil. Ensuite, au niveau de renforcer la professionnalisation, on demande une augmentation de la durée des stages hospitaliers. Actuellement, toutes les universités ne pratiquent pas le même temps en hôpitaux. Je sais que ça peut être compliqué dans certaines... on a pu travailler dessus, ça peut être compliqué pour certaines facultés d'augmenter le nombre d'heures dû à un problème de matériel et humain, mais on reste des praticiens, on a besoin de pratiquer. Du coup, augmenter la durée des stages hospitaliers pour avoir une pratique globale. Ensuite, aussi diversifier les lieux de stage de pratique et d'observation. Pas que être en stage en milieu hospitalier. Il faut aussi diversifier avec un stage en cabinet libéral, pas forcément pratiquer en cabinet libéral, mais au moins observer. Des stages en établissement hospitalier pour les personnes âgées, donc les EHPAD, pour de la prévention, pour aider, parce que ça reste des personnes qui en ont besoin. Le service de santé des armées, le service de santé des étudiants, les prisons, le milieu, bref, des prisons, j'ai oublié le mot. Et ensuite, aussi, ce qu'on peut demander, c'est la demande et la création de valorisation de statut de maître de stage des universités. Ça, c'est globalement que on crée un statut aux personnes qui nous encadrent dans les stages hors milieu hospitalier. Que ça soit des personnes qui soient formées pour nous accueillir. Oui, merci, le milieu carcéral. Pour nous accueillir et être encadrés correctement et surtout valoriser ce statut-là pour qu'il soit aussi utilisé globalement.
Donc voilà sur le deuxième point. Ensuite, il faut garantir les ressources humaines nécessaires à une formation de qualité, c'est-à-dire la création de postes avant tout, parce que pour former des gens, on a besoin de personnes qui sont déjà formées. Donc la création de postes hospitalo-universitaires en odontologie, on est l'une des filières médicales avec le moins de postes hospitalo-universitaires, donc c'est-à-dire des praticiens hospitaliers, mais qui soient également universitaires, donc qui soient professeurs en même temps. Pas forcément des professeurs, mais qui soient au moins, ou des maîtres de conférences, bref, certains postes qui sont à l'université. Mais un point très important, c'est d'assurer un ratio professeur-étudiant correct, pour pas qu'il y ait un professeur pour 15 étudiants. Ça demande beaucoup d'énergie pour le professeur ou l'encadrant, mais c'est aussi pour l'étudiant, il peut s'empêcher de faire certaines choses. Et aussi, un point très important pour le maillage territorial, pour répondre à la demande de soins de la part de la population, diversifier les sites périphériques et pas rester sur les universités. Par exemple, je vais reprendre l'exemple de Caen parce que je viens de Caen, on reste pas que à Caen sur tout notre cycle. Et ce qui peut être fait en place, nous par exemple, c'est qu'on part à Cherbourg et à Alençon, qui sont deux sites périphériques. Comme ça permet de diversifier les endroits où où il y a des étudiants et du coup améliorer l'offre de soins. Plus pour rentrer sur les types de stages, parce que c'est quand même intéressant, ce qui a été réfléchi, c'est donc le diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques 1, donc la quatrième année, c'est d'augmenter le stage à 220 demi-journées de stage en CHU ou en CH, donc ça revient à 110 journées par an, ce qui est plus que actuellement. C'est vraiment monter le stage, ce qui, je crois, correspondrait à plutôt 4 ou 5 vacations demi-journée par semaine. Ensuite, avec les vacances scolaires et tout ça, ça revient à ça. Ensuite, au niveau de ce qu'on demande aussi, c'est 10 demi-journées dans un service hors odontologie, c'est-à-dire de la pratique dentaire dans un autre établissement autre que hospitalier. Donc là, un exemple, c'est comme apprentissage à l'hygiène orale en EHPAD. C'est comme on est en quatrième année, on ne peut pas forcément pratiquer ailleurs qu'en hôpital. Du coup, ça sera plutôt de la prévention. Apprentissage à l'hygiène orale, comment se brosser les dents, aider les personnes, voilà. Et je réponds à la question juste à la fin du diapo. 22 demi-journées dans un stage hors CHU, dans un cabinet libéral, là c'est pareil, pas de pratique, parce qu'on n'est pas suffisamment formé pour le faire, mais observer, faire de la prévention aussi, ou des choses comme ça. Du coup, la question c'est est-ce qu'il est prévu un nombre de sites préférés minimum par fac de façon obligatoire? On n'a pas de position en tant que UNECD sur ce point-là. C'est une piste de réflexion, on pourrait faire ça. Après, le souci, c'est que ça dépend beaucoup des facultés. Il y a certaines facultés où, parce que comme c'est par région ou par département, euh, il y a certains départements qui sont plus grands que d'autres et qui pourront plus accueillir. Après, ça peut être un travail qui peut être fait de demander un nombre de sites périphériques. Par exemple, par université, il faut au moins avoir 3 sites différents où des étudiants peuvent être accueillis. Du coup, ça n'a pas été discuté pour le moment, donc je peux pas te donner une réponse directement sur ce point-là, malheureusement. Voilà. On va pouvoir passer maintenant à la cinquième année. Du coup, euh, on passerait du coup à 200 demi-journées de stage en CHU, donc en centre hospitalier universitaire, ou en CH, donc en centre hospitalier. Diminution, mais par contre, on augmente avec les 50 demi-journées chez un stage de maître des universités. Du coup, là, maître des universités, donc stage en libéral, mais ça peut être aussi chez du salariat, tant qu'il y a un dentiste qui est là pour accueillir et pour encadrer l'étudiant. Par contre, toujours pas de pratique, c'est principalement des actes de prévention, apprentissage à l'hygiène bucco-dentaire, d'éducation, pas manger trop sucré, se brosser 2 à 3 fois par jour les dents, enfin bref, des choses comme ça, mais aussi de diagnostic. Pouvoir faire les radios, parce qu'on a la formation normalement sur les risques radiologiques, euh, mais ne jamais pratiquer, ne jamais même faire un détartrage, ça, on n'est pas encore habilité à le faire, on n'a pas passé le CSCT qui est le contrôle de certificat de synthèse qui atteste qu'on peut le faire, quoi. Donc voilà pour le deuxième cycle. C'est principalement du fait de vraiment de tout, que ça soit sur la partie théorique avec le nouveau référentiel, mais aussi
avec la partie clinique et les stages. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au deuxième cycle? J'espère que j'étais assez clair. C'est une grosse réforme, mais voilà, c'est important qu'on en parle. C'est pas sûr que ça soit ça exactement, c'est les positions qui en ressortent, mais c'est un peu quand même ce qui est demandé de notre part. Du coup, voilà. S'il n'y a pas de questions, on va pouvoir avancer sur le troisième cycle, qui est là un gros bébé, hein. C'est l'une des plus grandes réformes. C'est vraiment une réforme qui est très importante, qui est très d'actualité, parce que, attention, du coup, ah oui, je vais quand même, voilà. Pour ceux qui ne savent pas, il y a deux possibilités suite à la cinquième année. Il y a le cycle court et le cycle long. Dans le cycle court, c'est-à-dire un an. Après la cinquième année, on va en sixième année et on passe sa thèse et on finit ses études. Donc ça, c'est pour devenir chirurgien dentiste, omnipraticien. Voilà, c'est le cursus court. Ensuite, le cycle long, c'est si on a réussi le concours de l'internat, on peut accéder à un cycle long. Actuellement, il y a trois possibilités. Orthodontie, médecine bucco-dentaire, ces deux-là qui sont en 3 ans. Et enfin, la chirurgie orale qui est en 4 ans, je crois, normalement. Si je me trompe pas dans les années, parce que j'ai tendance à me tromper. Et du coup, la chirurgie orale qui est en double accessibilité avec les médecines. Du coup, pour commencer avec le cycle court, pour qui considère quand même la majorité des étudiants qui sont en chirurgie dentaire, euh, c'est une réforme qui est plus que nécessaire. Plus que nécessaire, pourquoi? Parce que on a pu remarquer des différences entre la quatrième et la cinquième année dans les facultés, mais la différence entre les facultés dans la sixième année, c'est immense. C'est-à-dire qu'il y a énormément de différences entre les facultés. Que ce soit sur la pratique, que ce soit sur l'encadrement, les cours théoriques. Bref, il y a un grand sentiment de manque de préparation à la vie professionnelle de la plupart des étudiants. Ces informations, on les sort pas de notre chapeau. Ça a été dit dans un rapport qui est sorti. Ce rapport, j'en parle après. Mais, et aussi dans les enquêtes que l'UNECD peut faire, c'est des choses qui en ressortent. Aussi, quelque chose actuellement, c'est que en sixième année, on peut faire des remplacements. C'est-à-dire que des praticiens qui, une fois, peuvent pas pratiquer, en tant que sixième année, on peut faire, comme on a passé le CSCT, des remplacements. Mais c'est la seule préparation à la vie professionnelle qui n'est même pas officielle. C'est-à-dire que c'est même pas la fac qui le propose. C'est soi-même en tant qu'étudiant qui demandons à le faire. Ce qui fait que du coup, il y a beaucoup de retard de passage de la thèse. Il y a des étudiants qui font ces remplacements sans travailler sur cette thèse-là, parce qu'ils préfèrent pratiquer, avoir vraiment une vie dans un cabinet libéral, et plutôt que de travailler sur la thèse. Ce qui fait que du coup, il y a beaucoup de retard, beaucoup de gens qui arrivent au bout de la temporalité pour pratiquer sans avoir de thèse. À la fin de cette temporalité, 1 an et demi, à la fin du coup de la deuxième année officielle, par exemple, on rentre en sixième année en septembre, on a jusqu'à septembre d'après, du coup, pour finir la sixième année. Et après, on a jusqu'à décembre. Ok, ça, pour être plus clair, je vais donner des dates. Imaginons, je rentre en septembre 2026 en sixième année. Ma sixième année va se finir en septembre 2027. Globalement, même si normalement c'est juin-juillet. Et bah, j'aurai jusqu'à décembre 2028 pour pouvoir finir ma thèse. Après décembre 2028, si je n'ai pas fini ma thèse, j'aurai pas le droit de pratiquer. Donc voilà. Et surtout qu'il y a, du coup, c'est une année qui est considérée comme vide ou mal organisée aussi. C'est aussi, ça crée un sentiment de, bah, un peu, pas forcément envie de finir ça. Et surtout, c'est une sixième année qui doit être adaptée à la future pratique parce qu'actuellement, c'est pas inadapté. Mais du coup, si le rapport dit que la sixième année est vide, pourquoi on parle d'ajouter une septième année? C'est un rapport officiel ou pas? J'en parle après. Très bonne question, très intéressante. Effectivement, le rapport est officiel. Ce rapport-là est accessible. Je pourrais le transmettre sur les réseaux sociaux si vous voulez après. C'est un rapport qui est très dense, hein. Il fait 140 pages, donc c'est un peu compliqué. Mais dans ce rapport-là, globalement, ils disent que cette sixième année est vide. Et nous, je crois que je le dis juste après, voilà. Nous, on demande à ce que cette sixième année soit réformée plutôt que de créer une septième année, parce qu'une sixième année vide, ça sert à rien de créer une septième année qui sera tout autant palliative qu'une sixième année vide. Du coup, c'est important d'avoir une sixième année qui est complète, plutôt que d'ajouter une septième année qui sera tout aussi vide que la sixième année si elle est mal travaillée. Euh, du coup, c'est nous ce qu'on demande, c'est un peu politique la septième année. J'ai pas forcément fait de partie dessus parce qu'on lutte contre, et donc c'est des décisions qui sont faites.
Mais cette septième année, nous, on est vraiment fondamentalement contre. C'est rallonger du temps d'études, rallonger des choses, alors qu'on a déjà cette sixième année qui doit être réformée. Donc plutôt rendre une sixième année complète, rester sur 6 ans, plutôt que d'allonger nos études sur 7 ans, avec une septième année euh, une septième année qui devient rouge. Non, une septième année qui sera soit palliative, soit pas forcément complète. Du coup, voilà. Ce rapport, c'est un rapport de l'IGESR, donc l'Inspection Générale de l'Éducation, du Sport et de la Recherche. C'est un peu comme ce que je vous ai parlé tout à l'heure avec la DGZIP, donc la Direction Générale, mais là c'est une inspection. Ça va faire des recherches, ça va aller sur, c'est des personnes qui vont aller sur le milieu, et du coup ils ont sorti un rapport sur la réforme du troisième cycle, avec ce qui est conseillé. Ce rapport-là, il rapporte tout ce qui a été dit et tous les points de vue des personnes. C'est-à-dire que dans ce rapport-là, il parle d'une septième année, un peu comme quand on passe le permis, on a un A, et bah on aurait une espèce de septième année comme ça. C'est un mini paragraphe où ils disent que ça pourrait être une solution, mais c'est pas du tout ce qui est avancé. Ce rapport-là est pas forcément pour une septième année, il est globalement pour réformer une sixième année. Mais nous, dans notre cas, on défend absolument contre cette septième année parce que c'est vraiment pas du tout une volonté. Et du coup, pourquoi une réforme du troisième cycle? Parce que c'est une demande globalement de tout le monde. De la part des étudiants, de la part des universitaires, même de la part des syndicats quand on parle avec eux. Cette sixième année, elle est vieillie et il faut la changer. Du coup, voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question déjà par rapport à la sixième, septième année? Et avec le rapport officiel. Sinon, dis-moi et je détaillerai un peu plus. Ok, top. Euh, du coup, la discussion sur actuellement quand on a un diplôme d'État, le diplôme d'État de chirurgien dentiste. Le souci, c'est que on a besoin du coup de passer un master en plus pour pouvoir devenir professeur. Même pas forcément professeur officiel et officiel d'une université, c'est juste même associé, c'est-à-dire une personne qui n'est pas forcément à plein temps, même si à partir de 2027 ça sera forcément des plein temps. Ça, c'est un peu plus de détails, c'est normal si. Enfin, je vais pas m'étaler dessus, mais voilà. Euh, il faut permettre de reconnaître l'omnipratique. Il y a beaucoup actuellement d'exercices dirigés ou uniques dans une pratique exclusive, mais du coup, on faut remarquer et reconnaître l'omnipratique comme une réelle pratique, un peu comme un médecin généraliste qui sait un peu de tout sur un peu de tout, et bah l'omnipraticien, il sait un peu de tout faire. Forcément, il y aura des gens qui seront plus forts, il y aura des spécialistes dans les trois internats, ou même toujours des exclusifs parce que voilà, mais il faut reconnaître comme l'omnipratique, donc l'odontologie générale, comme une réelle pratique. Et en quoi ça serait utile? C'est surtout que ça facilite énormément le parcours pour devenir enseignant. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'avoir de master. On est reconnu avec un diplôme d'études spécialisées. Ça sera globalement le même diplôme, c'est juste qu'il sera reconnu comme vraiment un peu plus important. Et donc qui facilite le fait de devenir enseignant. Et du coup, comme on est en manque de praticiens, peut-être parce que aussi on n'a pas suffisamment qui se présentent, et ben en ayant un diplôme déjà qui nécessite pas de faire un master en plus, sauf les masters ça sera plutôt pour la recherche. Là, si on veut juste devenir prof sans partir sur de la recherche, même si à terme on est obligé de faire de la recherche, voilà. C'est globalement pour un peu tout ça. Quelle promo sera concernée par cette réforme? L'année dernière, ils expliquaient que normalement, ça serait ceux qui étaient en quatrième année actuellement. Il n'y a pas eu d'évolution depuis l'année dernière. Du coup, on ne peut pas mettre en place la réforme du deuxième et du troisième cycle sur les quatrièmes années de cette année. Du coup, on n'a pas de date précise. On ne sait pas. Ça sera peut-être... faut que ça évolue, faut qu'il y ait des améliorations, faut qu'il y ait des rapports officiels qui sortent. Pour l'instant, il n'y a rien qui est sorti. Du coup, je peux pas dire. Surtout que c'est une réforme qui dure depuis 12, 13, 14 ans. Bref, qui est là depuis très longtemps. Mais j'espère du coup que ça va avoir un petit coup de pied, mais je peux malheureusement pas te répondre sur quelle promo sera concernée. Pas la promo de quatrième année actuellement, peut-être la promo de troisième année, peut-être la promo de deuxième année, à voir, mais c'est quelque chose qui peut arriver. C'est pour ça que c'est important de s'informer et c'est trop cool que vous soyez là ce soir et franchement c'est trop cool que vous vous informiez. Mais voilà. Et du coup dans la pratique, qu'est-ce que on demande et qu'est-ce qui peut être fait? C'est-à-dire une augmentation du nombre d'heures de stage en CHU.
stage périphérique parce que c'est vraiment là, en sixième année, où on peut facilement envoyer dans des sites périphériques. Euh, et aussi une augmentation du nombre d'heures de cours. Cette sixième année, elle est vide, entre guillemets. Du coup, il faut aussi approfondir les connaissances. Mais c'est pas un approfondissement de connaissances avec des connaissances qu'on a déjà vues. Le but, c'est d'approfondir des connaissances parce que comme on est omnipraticien, on est censé un peu savoir de tout. Et actuellement, on sort et il y avait des matières dans le rapport qui étaient citées comme avec des soucis de manque de cours. En particulier l'implantologie qui se développe de plus en plus. Les étudiants disaient qu'il y avait des gros soucis de connaissances sur l'implantologie. Aussi, et du coup, ça sera un peu sur des connaissances plus spécifiques comme l'implantologie, l'odontologie pédiatrique, la parodontologie, etc. Globalement, tout ça. Mais aussi des cours pratico-pratiques, parce que en plus d'être praticien, on est aussi représenté à l'ordre, on doit s'inscrire, on doit gérer un cabinet pour la majorité des gens, mais du coup des cours pratico-pratiques sur la vie de praticien, comment ça se passe, comment qu'on se retrouve pas perdu à arriver dans un cabinet, à pas savoir faire d'administratif, à comment je m'inscris à l'ordre, bref, toutes ces choses-là, c'est hyper important de savoir comment ça se passe, et du coup c'est un peu pour rassurer, pour créer une transition entre l'université, où on est beaucoup supervisé, et ensuite l'exercice professionnel, du coup, et un peu créer un pont entre les deux. Et du coup, aussi avoir une valorisation des stages actifs. Le stage actif, du coup, stage dans un milieu professionnel, euh, c'est important d'avoir des maîtres de stage des universités, comme j'ai dit, pour avoir des personnes qui cadrent. Mais pas qui supervisent en mode comme on peut avoir en quatrième ou en cinquième année, mais avoir une autonomie qui est supervisée. C'est-à-dire, c'est une personne qui valide et qui vérifie que tout se passe bien, mais pas tout le temps derrière pour valider toutes les étapes. Comme on a validé le CSCT, on est censé savoir faire. Une augmentation du nombre d'heures totales du stage actif, du plus de temps dans le cabinet, parce que comme ça, vraiment, il y a une transition qui est forte, et du coup, une meilleure transition globalement. Le principe d'augmentation du quota horaire global, afin de ne pas avoir de septième année, il faut réformer la sixième année avant de vouloir en créer une nouvelle. Il n'y a pas assez d'heures, et du coup, là, on augmente le nombre d'heures pour que déjà les étudiants se sentent préparés, que cette année soit utile, que ensuite, suite à cette analyse utile, on puisse accéder en étant praticien sans stress de je me sens pas formé, je vais apprendre sur le tas. Vraiment finir correctement sa sixième année. Du coup, c'est une excellente chose. Le cadre légal est souvent mal connu des jeunes praticiens, oui. Du coup, c'est pour ça qu'on demande vraiment. Après, c'est un peu plus détaillé. Nous, on commence un peu plus à détailler dessus, mais c'est important d'avoir un peu du droit administratif appris. Et je n'ai pas bien compris, après les EDN, on peut choisir sa fac pour réaliser son troisième cycle en fonction du classement. J'ai pas détaillé ce point-là, mais c'est vrai que j'aurais pu. Mais du coup, pour te donner un peu plus de détails sur nous, ce qui a été avancé, ce qui a été réfléchi, c'est que, comme j'ai pu vous l'expliquer, il y avait trois types de rangs. Le rang A, le rang B et le rang C. Pour ceux qui veulent devenir omnipraticiens, ça sera plutôt le rang A principalement, et un peu de rang B qui sera considéré. Et le rang B et le rang C pour l'internat. Du coup, il y aura un classement. Nous, ce qu'on a demandé l'année dernière et ce qui est travaillé, c'est que si on veut devenir omnipraticien, le classement sera régional ou facultaire. C'est-à-dire que le but, c'est pas d'envoyer les étudiants. Par exemple, j'étudie à Caen, que je me retrouve à Bordeaux juste pour un an, ma sixième année. Ça n'a pas de sens, ça va juste embêter tous les étudiants. Et du coup, le classement sera seulement national pour ceux qui veulent accéder à un internat. Comme ça, il y aura deux types de classements. Et après, le classement pourra être utile. C'est un peu un classement qui est fictif pour l'omnipratique, mais ça n'impactera pas là où tu vas aller dans une autre région, par exemple. Ça peut impacter localement, par exemple, t'emmener sur des sites localisés précisément ou tout ça. Mais voilà, il n'y aura pas de changement pour accéder à son troisième cycle. On restera dans la même fac et la même université. Voilà, est-ce que j'ai répondu à ta question? Je peux un peu plus détailler si tu veux sur les notes et tout ça, mais voilà. Ok, top. Et bah, on va pouvoir continuer. Donc, globalement, pour un peu conclure sur le cycle court, augmentation du nombre d'heures, de tout globalement,
avec un approfondissement de connaissances qui est encore pas assez connu, et une augmentation de la pratique en milieu hospitalier, mais aussi de la pratique en milieu libéral, globalement. Et surtout faire confiance aux étudiants. Et s'il n'y a pas de questions sur le cycle court, pardon, on va pouvoir avancer sur le cycle long. Le cycle long aussi, grosse réforme avec pas mal de changements dessus. Euh, Globalement, il y a quand même quelques soucis actuellement, que ce soit au niveau des mentions. Mais voilà, il y a du coup dans ce rapport-là, là encore une fois, ce que je vais dire, c'est pas ce qui va se passer réellement. C'est des idées, c'est des prévisions, c'est des explications, mais c'est pas ce qui va se passer. Le rapport de l'IGESR, donc de l'Inspection générale de l'enseignement supérieur et de la recherche, propose plusieurs possibilités de création de nouveaux diplômes d'études spécialisées. Les études spécialisées, c'est ce que je vous expliquais, c'est les internats, c'est des diplômes qui attestent qu'on est spécialiste de quelque chose. Du coup, il y avait 4 possibilités à l'intérieur de ces nouveaux diplômes d'études spécialisées. Après, comme actuellement, on représente plutôt les étudiants en cycle généraux. Il y a un syndicat qui représente les internes. Là, je vais plutôt vous présenter globalement ce qui en dit, mais on n'a pas forcément d'avis dessus en tant que UNECD. Et surtout, on a un peu moins d'informations sur en interne les soucis et tout ça. Là, c'est plutôt globalement ce qui peut se passer. Du coup, la première possibilité, c'est du coup la création un DES de parodontologie, d'odontologie pédiatrique et un changement de médecine, de médecine bucco-dentaire en réhabilitation orale complexe. ODF, ça changerait pas, juste on passerait à 4 ans sur tout le territoire. Ça, c'est globalement sur tout ce qui revient. C'est qu'il faut qu'il y ait une harmonisation aussi au niveau de l'ODF avec 4 ans sur tout le territoire. Du coup, code DES, donc DES, diplôme d'études spécialisées, CO, c'est la chirurgie orale, comme ça je vous parle des abréviations, et avec la parodontologie. En 4 ans. Globalement, sur cette première possibilité, les 4 seraient en 4 ans. Pourquoi DES de chirurgie orale et de parodontologie? Parce que ce qui a été remarqué, c'est qu'il y avait des connaissances communes entre et des pratiques communes entre les personnes qui font exclusivement de la parodontologie et les chirurgiens oraux. Au niveau des chirurgies et tout ça, ça pouvait se recouper. Du coup, cette possibilité, c'est de suivre le cursus de chirurgie orale et la dernière année de possiblement rajouter la mention parodontologie et d'avoir du coup un diplôme d'études spécialisées en chirurgie orale et en parodontologie. Mais il y aurait toujours la possibilité de ne pas avoir la parodontologie. Ensuite, le DS2F, comme j'ai dit, ça change pas, ça passe sur 4 ans. Et du coup, les deux autres, DES d'odontologie pédiatrique, ils avaient remarqué que 25% des praticiens ne prenaient pas d'enfants. C'est discuter l'odontologie pédiatrique et un DES, c'est que ça pourra justifier le fait de ne pas prendre des enfants et de les envoyer. Mais c'est bien précisé que ce DES n'est pas créé pour prendre des enfants, mais pour prendre des enfants qui sont compliqués, les enfants qui nécessitent une prise en charge spécialisée et globalement une prise en charge plus globale que un praticien homéopathique qui peut prendre des enfants tout seul. Et ensuite, à la fin, réhabilitation orale complexe. Là, c'est pour changer la médecine bucco-dentaire qui est actuellement mal faite. C'est pas pourvu, toutes les places sont pas pourvues chaque année, c'est trop peu méconnu et c'est différent en fonction des facs. Et du coup, réhabilitation orale complexe, le but c'est pas de faire des traitements complexes, comme des endos complexes, des prothèses complexes. Le but c'est de prendre en charge des patients qui doivent avoir plein de soins différents, qui doivent avoir une prise en charge complète. Mais aussi des patients qui ont des besoins spécifiques, des personnes en situation de handicap, des personnes avec des maladies génétiques, des personnes avec des troubles, bref. Globalement, des patients qui ont besoin d'une prise en charge spécifique, et pas envoyer une endo complète à un réhab oral complexe, du coup. Il y a une petite question, c'est l'augmentation du nombre d'heures en 6e année ne risque pas d'entraîner un retard vis-à-vis des premiers remplacements. Euh, du coup, c'est vrai que vis-à-vis des premiers remplacements, ça pourrait entraîner du retard parce qu'il y a plus de temps utilisé, mais c'est différent parce que le but c'est que peut-être ils auront moins de temps pour les remplacements,
et du coup potentiellement financer aussi, ou même découvrir. Mais comme on demande plus d'heures chez le praticien libéral, au final les heures que tu faisais en remplacement, tu les mets maintenant dans le nombre d'heures qui est augmenté en pratique libérale avec un maître de stage des universités. Du coup, ça se récompense, la pratique que tu peux plus avoir. Nous, de notre point de vue, on travaille dessus pour demander une rémunération à ce niveau-là. Voilà, j'espère que j'ai répondu à tes questions. Ensuite, pour le co-DES de Chir et de Paro, ça signifie la fin de la double appartenance med-odonto. Ça semblerait impensable qu'un médecin puisse faire la dernière année pour avoir l'aspect Paro, non. Du coup, non, ça n'empêche pas le but. C'est vrai que comme ça, on peut se dire la parodontologie, c'est très dentaire. Mais le but, ça serait quand même de garder cette double appartenance, et ça sur toutes les possibilités, parce que c'est vraiment un lien entre médecine et dentaire, et c'est vraiment très important. Et du coup, normalement, les médecines qui viennent en dentaire sont censées récupérer les connaissances de dentaire. Et les dentaires qui vont en médecine, enfin qui vont en chirurgie orale, sont censés récupérer les matières de médecine. Et du coup, comme cette dernière année, ça serait pour potentiellement spécialiser en parodontologie, normalement, le rattrapage qu'ils ont eu sur les connaissances dentaires, pour ceux qui viennent de médecine, devrait donner les capacités à faire de la parodontologie. Comme en plus, dans les deux phases d'approfondissement, c'est-à-dire de la pratique clinique d'interne, alors que la première année, la phase SOC, ça sera plutôt des connaissances théoriques, donc du rattrapage de connaissances et même de l'approfondissement des connaissances. Il y aura les 2 ans de pratique avec un encadrant en tant qu'interne qui permettra d'adapter. Après, la prise en charge parodontologique, ça serait principalement une prise en charge qui serait chirurgicale. Là où la prise en charge, du coup, parodontologique plutôt dentaire, serait pour les omnipraticiens. Comme ça serait des spécialistes de la parodontologie, ça serait pour des cas un peu plus complexes. Un peu comme l'ODF, où tout praticien peut avoir des connaissances en ODF, mais doit envoyer dès que c'est chez un peu plus, enfin, dès que c'est complexe et que le praticien peut plus le faire. Voilà, à peu près pour cette partie-là. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? C'est top si j'ai répondu à vos questions. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je sais que cette partie peut apparaître un peu plus floue, mais voilà. Flou, pas fou. Crazy. Bref, possibilité 2, du coup, on va pouvoir avancer. Toujours 4 types de DES, mais cette fois, la chirurgie. Non, voilà. Euh, Là, il y a 4 propositions différentes, et après, c'est pour la chirurgie orale. La chirurgie orale qui sera un peu plus particulière. Globalement, 4 DES dentaires, avec un DES toujours d'odontologie dentofaciale, d'orthopédie dentofaciale, odontologie, n'importe quoi, pardon. Il est tard. Et du coup, ODF, toujours 4 ans. Odontologie pédiatrique, toujours 4 ans. Mais cette fois, la parodontologie ne serait pas avec la chirurgie orale, mais serait un diplôme à part entière. Pour que ça soit vraiment une prise en charge qui soit globale et pour des personnes qui ne fassent que ça. Et réhabilitation orale complexe, ce serait la même chose que tout à l'heure. Euh, Juste avant, parce que le prochain diapo va être dense, du coup je vais répondre à la question. La réforme de la 6e année tient compte de l'harmonisation des heures de cours dans toutes les facs. Euh, Normalement, oui. Le but de cette réforme de la 6e année, c'est que toutes les facs aient le même nombre d'heures de cours et que ça soit adapté en fonction des facs. Après, on peut demander un minimum d'heures, mais si les facs veulent faire plus, elles pourront faire plus. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, ou si j'ai un peu répondu à côté. Mais normalement, toutes les facs, ça tient compte de toutes les facs, et toutes les facs pourraient mettre en place ça. Est-ce que j'ai répondu à ta question, ou tu veux que je détaille un peu plus sur un autre point? Ok, bah on va pouvoir avancer en attendant. Ok, top si j'ai répondu. Euh, la deuxième possibilité, très intense parce que du coup, deux gros schémas. Ce qui est prévu actuellement, c'est que plus ça va, plus c'est que des dentaires qui demandent la chirurgie orale. Ce qui est malheureux parce que c'est à une double entrée normalement. C'est censé être médecine plus dentaire. Et du coup, les maîtres de stage et un peu les encadrants de la chirurgie orale, c'est les chirurgiens maxillofaciaux. Parce que, on va pas classer, mais globalement, plus on est spécialiste, c'est chirurgien dentiste, chirurgien oral et chirurgien maxillofacial. En plus, ça correspond au nombre d'années qui augmente.
Sauf qu'actuellement, il y a un peu une détention entre les chirurgiens oraux et les chirurgiens maxillofaciaux, parce que comme les chirurgies orales, c'est pas défini avec un référentiel exact, il y a des compétences qui recoupent sur celles des chirurgiens maxillofaciaux. Et du coup, ils peuvent voler, entre guillemets, le travail des chirurgiens maxillofaciaux, ce qui ne plaît pas au corps professionnel des chirurgiens maxillofaciaux. Et du coup, certains ne veulent plus prendre les chirurgiens oraux en stage, parce que du coup, ils considèrent qu'ils se font voler leur travail un peu, et que eux font le travail, voilà. Toujours une possibilité de double entrée, médecine et dentaire, des deux côtés. Je ne l'ai pas remis à droite, mais ça serait toujours le cas pour les deux. Et du coup, deux possibilités. Soit on peut choisir de ne faire que le DES de chirurgie orale, donc pour juste devenir chirurgien oral, toujours en 4 ans, du coup avec une phase socle, deux phases d'approfondissement, donc de stage, et une phase de consolidation. Donc en tant que docteur junior, comme on peut avoir le docteur junior actuellement avec, en autonomie supervisée, là où on veut. Mais pour ceux qui le souhaitent, il y aurait la possibilité d'avoir un double diplôme. Un diplôme chirurgie orale et chirurgie maxillofaciale. Paf, on réunit les deux. Euh, à la fin, du coup, voilà. Avec du coup une phase socle de 1 an, connaissances générales, récupération de connaissances, phase d'approfondissement où on pratique un peu, mais on a toujours beaucoup de cours théoriques, on est toujours très suivi. Et ensuite, en fonction de la filière où on est, il y a deux possibilités. Si on est en dentaire, on va avoir une année de plus. Parce que comme on n'a pas les connaissances globales de la médecine, la chirurgie maxillofaciale reste une spécialité de la médecine et nécessite quand même, en tout c'est quand même très très long de l'avoir et du coup ça permettrait d'un peu remettre à niveau avec les médecins. Du coup, en dentaire, on aurait 2 ans de phase de surspécialisation, c'est-à-dire d'acquisition de connaissances avec un rattrapage des connaissances de médecine, là où les médecines auront que 1 an parce qu'ils ont moins de connaissances à rattraper sur le monde dentaire. Ensuite, phase de consolidation de docteur junior, et du coup, accès à le double diplôme de chirurgien oral et de chirurgien maxillofacial. C'est-à-dire qu'on sort de la fac avec la capacité de faire et de la chirurgie maxillofaciale, mais également de la chirurgie orale. Comme ça, on peut faire les deux. La deuxième possibilité, du coup, c'est la première partie, c'est plutôt sur ajouter des cours théoriques, vraiment augmenter le nombre de bases, et la deuxième possibilité, c'est plutôt sur les cours pratiques. Euh, du coup, mais les CMF vont jamais accepter que les CO aient plus de liberté. Non, je ne vois pas comment ils accepteraient de laisser les CO devenir spécialistes en CMF. Ils avaient déjà bloqué pour que la CO n'existe pas. Bah ouais, du coup, c'est ce que je pouvais dire tout à l'heure, c'est qu'il y a des tensions entre les deux. C'est dans le rapport, ils me proposaient cette réforme parce que du coup, ça permettrait de vraiment différencier la chirurgie orale et la chirurgie maxillofaciale. C'est-à-dire que là, c'est des études qui sont très longues et c'est des personnes qui pourraient faire les deux. Comme il y aura toujours la spécialisation de chirurgie orale. Mais effectivement, c'est particulier. Et en soi, c'est comme j'ai pu le dire, c'est pas sûr de ce qui va se passer. Euh, c'est plutôt, enfin, c'est plutôt ce qui est conseillé. Euh, c'est plutôt ce qui est conseillé. Euh, après, franchement, si ça a été proposé, c'est qu'ils en ont discuté avec les différentes globalités, avec les différents corps de professionnels. Ils ont parlé avec les chirurgiens maxillofaciaux et les chirurgiens oraux. C'est que, si ça a été évoqué, c'est que les deux étaient pour, et pour qu'il y ait la possibilité de faire les deux. Voilà. Rappelons qu'on est les seuls pays d'Europe à avoir du monde à faire le diff entre chirurgie orale et chirurgie maxillofaciale. Bah, c'est un débat qui est un peu politique aussi, du coup, là, c'est un peu aussi sa vision chacun. Là, je présente plutôt ce qui du coup est proposé, mais c'est assez politique et personnel la vision sur la chirurgie orale et la chirurgie maxillofaciale. Ensuite, du coup, la deuxième possibilité, c'est globalement là de densifier un peu aussi la chirurgie orale et du coup de directement partir dès le début. Soit on veut faire chirurgie orale et chirurgie maxillofaciale, soit on fait que chirurgie orale. Et du coup, pour ça, en fonction de si on est en médecine ou en odontologie, là, que ce soit pour chirurgie orale ou pour chirurgie orale et maxillofaciale, il y aurait une différenciation entre médecine et odontologie. Pour avoir le double diplôme,
Du coup, les médecines passeraient directement en phase socle, du coup en phase un peu de semi-pratique, euh, avec du coup 2 ans de phase socle, 2 ans de phase d'approfondissement et une phase de consolidation. Donc on viendrait à 5 ans. Et par contre, pour les dentaires, il y aurait 1 an de plus pour réacquérir les connaissances de médecine, pour ensuite passer en phase socle et rejoindre le même cursus que les médes. Euh, du coup, ça permettrait là plus de pratique avec 2 phases socle et phases d'approfondissement, là où avant il y a la phase socle. Enfin bref, ça se recoupe un peu. Et ensuite, la deuxième possibilité, c'est que pour les chirurgiens oraux, euh, qu'il y ait une différence entre la médecine et l'odontologie, que la médecine ait 1 an de moins, qu'on reste sur 4 ans pour les meds, euh, comme ils ont toutes les connaissances globales et tout ça, mais que les gens en odontologie aient 1 an de plus pour récupérer les connaissances de médecine générale, pour arriver au même niveau que les médecines. Donc ça, ce serait l'autre possibilité. Du coup, là, pour ceux qui font dentaire, on en reviendrait à 5 ans de 5 ans d'internat. Voilà pour la deuxième possibilité qui recoupe un peu enfin, avec différentes possibilités. Mais cette partie-là est un peu plus politique, enfin, c'est vraiment des choses qui sont plus politiques et économiques aussi d'un point de vue, voilà. Ensuite, la troisième possibilité, c'est, j'ai pas refait le schéma parce que c'est un peu plus particulier, mais du coup, toujours la possibilité de faire soit un DES de chirurgie orale, soit un DES de chirurgie orale et chirurgie maxillofaciale, mais cette fois, et orthopédie dentofaciale, odontologie pédiatrique, réhabilitation orale complexe. Là, la différence avec ceux d'avant, c'est que la parodontologie passe en formation spécifique transversale. Qu'est-ce que c'est la FST? Les FST. Les FST, c'est sur les dernières années d'internat, on a la possibilité de se surformer sur quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire se surformer sur quelque chose? C'est-à-dire que, je crois que c'est la dernière année, si je dis pas de bêtises, c'est que on peut avoir des cours en plus sur trois différentes choses. Comme la parodontologie peut être liée à un peu tout, et bah du coup la parodontologie sur la dernière année de ceux qui font l'internat, peu importe, parce que la parodontologie c'est globalement, enfin vu que c'est autour des dents et ça correspond à tout le monde, ça pourrait être fait pour tous les internats. Mais du coup santé publique aussi, parce que la santé publique c'est aussi de la prévention et tout ça, c'est hyper important. Et patient à besoin spécifique, c'est pour aussi prendre en cas des cas complexes, pas au niveau de réhabilitation orale complexe, mais plutôt même pour ceux qui pratiquent par exemple la chirurgie orale ou même l'orthopédie dentofaciale, des patients qui peuvent avoir des besoins spécifiques, être formés pour ça. Comme ça permet de se surspécialiser pour certaines choses. Par contre, les formations spécifiques transversales, donc de patients à besoins spécifiques de santé publique, sont aussi proposées, je crois, pour les 2 autres possibilités, parce que c'est des choses qui sont importantes. Mais du coup, voilà, la parodontologie passerait sur une formation spécifique transversale. Et du coup, ça en est fini pour la dernière possibilité. Et ça en est fini sur un peu les actualités de tout ce qui se passe. Là, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on peut faire un petit temps de questions. J'espère que ça a été simple. Est-ce que le contenu pour les FST serait les mêmes que pour chaque DES? Je pense que oui, parce que il serait accessible pour tous. Donc c'est des formations qui seront un peu, comme elles sont transversales, c'est des formations qui ne sont pas spécifiques aux différentes filières. Après, j'ai pas l'info exactement. Je pense, de mon point de vue, que comme c'est des formations transversales, ça doit être spécifique. C'est-à-dire en paro par exemple, l'approche n'est pas la même entre ODF et chirurgie orale. C'est pas précisé dans le rapport, donc je peux pas le dire. Euh, donc c'est possible qu'on puisse avoir des spécificités en fonction au sein même de la formation transversale, mais c'est pas précisé, je peux pas te le dire. Et quand il y a des étudiants formés, qu'en est-il des étudiants formés à l'étranger? Ils en parlaient pas forcément dans le rapport. C'est un sujet de discussion actuellement à l'UNECD. On n'a pas de position claire dessus, donc je vais pas pouvoir parler de nos positions. Mais ça, c'est un sujet qui fait extrêmement débat et qui est actuellement on est en train de se positionner
les étudiants dessus sur ce point de vue. Y a-t-il une réforme du concours de l'internat prévue? Bah du coup, oui, c'est la partie réforme de la cinquième année. Euh, Comme comme il y aurait des EDN qui seraient passés, le concours de l'internat serait en fait accessible dans toutes les villes à travers le même examen. Il n'y aurait pas un concours spécifique. On pourrait demander à passer un concours un peu plus, enfin voilà, un peu plus poussé en même temps que les EDN. C'est une possibilité. Encore une fois, c'est pas ce qui va se passer. Mais du coup, voilà, Imad aussi a pu répondre. Les heures de stage supplémentaires en quatrième et en cinquième année, c'est uniquement de la prévention. Ça dépend où. En cabinet libéral et en cabinet libéral ou autour, oui. C'est c'est globalement ce qui est demandé. Parce que comme on n'a pas passé le CSCT, le certificat qui dit qu'on peut prendre en charge un patient, c'est pas possible pour qu'on fasse des actes. Donc oui, après il n'y a pas beaucoup d'heures, genre 50 heures, ou je crois que c'était, je me rappelle plus exactement, 10 heures ou 20 heures. Je vais retourner dessus. Ouais, 10 demi-journées, ouais, c'est pas des heures, des demi-journées. 10 demi-journées dans un service hors odontologie, ou 20 demi-journées dans un CHU. Oui, c'est principalement de la prévention. Dans la dernière possibilité, au final, tous les DES passent à 4 ans au lieu de 3 ans. Oui, bah ça, c'est dans tous les cas, c'est une demande qui est faite pour toutes les possibilités. C'est que tous les DES passent à 4 ans. À 4 ans. Parce que actuellement, il y a des DES qui sont en 3 ans et d'autres qui sont en 4 ans. Et là, la demande, c'est que du coup, ça passe à 4 ans. La différence avec les 3 ans, c'est qu'il y aurait une année de docteur junior en plus, comme de chirurgien dentiste junior, du coup, comme peut avoir chez les médecines. Mais spécifique à chirurgien dentiste junior, du coup. Donc voilà. Ensuite, est-ce qu'on a des infos sur le format du référentiel MONA? Est-ce que ça se ressemble au collège des médecines? Au niveau du travail qui a été fait l'année dernière, on n'a pas de... Encore une fois, ce qui est dit, c'est que ça ressemble effectivement au référentiel médecine, avec du coup des collèges qui soient accessibles. Nous, notre demande l'année dernière, quand on nous a commencé à parler de ça, c'était d'avoir des référentiels médecine qui soient accessibles et pas chers à tout le monde. Euh, Donc, voilà, le but c'était quand même d'avoir quelque chose qui ressemble un peu au collège des médecines pour que ça soit les mêmes documents pour tout le monde et pas forcément des entreprises privées qui gèrent ce point de vue-là. Euh, Niveau remplacement, ça se passe comment? Désolé, je suis arrivé en cours de route, donc peut-être que tu as déjà répondu. Actuellement, certains 6A ont une rétrocession sur leur CA durant leur stage actif, ça sera toujours le cas. Euh, on n'a pas détaillé jusqu'ici. C'est possible. Après, ça me paraît compliqué parce que normalement, les remplacements sont hors facultaire, même si c'est validé par la fac. Donc, je peux pas vraiment répondre à ta question sur ce point-là. Je sais juste que du coup, nous, on demande une augmentation, mais sans plus sur ce point de vue-là. Si vous leur dit une rediffusion du live, on va essayer de travailler dessus pour vous faire une rediffusion du live qui soit accessible pour tout le monde. Mais on va essayer de l'avoir. Je m'inquiète du niveau des CCUAH. Donc CCUH, c'est les chefs de clinique universitaires associés hospitaliers. S'ils viennent de sortir de fac, je ne sais pas si c'est des représentants de la profession des facs nous écoutent. Malgré tout, des facs vont certainement exiger d'autres références pour faire prof. Il faut aussi militer pour le retour du temps partiel pour les CCUAH. Ce qui est le cœur de notre profession, c'est bien de miser sur la réforme, mais il faut des collèges comme en maître pour uniformiser les connaissances afin d'éviter d'y penser après la réforme. Oui, du coup, le but de la réforme, c'est aussi d'avoir des collèges, donc comme j'ai pu répondre avant. Mais c'est vrai que enfin, le temps, le, la réforme du temps partiel, un souci, enfin, c'est un souci, c'est une réflexion qui est faite, euh, genre, c'est une réflexion qui est faite. Juste, c'est compliqué. Enfin, nous, on s'est pas positionné par rapport à ça, mais ça va juste compliquer énormément de choses. Là, d'un point de vue vraiment réel, c'est que beaucoup de profs, surtout dans les facultés, sont à temps partiel. Et du coup, là, ça va nécessiter à ce qu'ils quittent l'exercice libéral, ce qui perd aussi un point de vue autre que juste l'hôpital universitaire. Du coup, pour l'instant, le concours de l'internat. Ouais, non, j'ai pas loupé de question. Du coup, pour l'instant, le concours de l'internat ne change pas pour la promotion de 2027. On nous a parlé de QCM mis en place à la place de questions rédac comme maintenant. En fait, il y a beaucoup de bruits de couloir aussi qui sont faits.
Au niveau du changement pour la promotion 2027, donc pour l'année prochaine, je sais pas. Je pense que c'est des bruits de couloir qui sont faits, il n'y a rien d'officiel qui est sorti. Pour l'instant, cette année, c'est toujours de la rédac et de la lecture critique d'articles, pardon. Donc pour l'année prochaine, je sais pas s'il va y avoir des QCM qui vont être mis en place, malheureusement. Pour la réhabilitation orale complexe, tu disais que ce n'était pas destiné à envoyer des patients pour des traitements complexes, mais ceux qui actuellement font MBD pour faire des traitements complexes, du style de se spécialiser en endo. Est-ce que ça serait toujours possible de le faire dans cette nouvelle appellation d'internat? J'espère que la question est claire, désolé. Mais ta question est super claire. Et du coup, ça va un peu faire comme stomatologue à l'époque, où du coup, quand ils ont arrêté l'internat, je pense que le diplôme va toujours exister. Ils pourront toujours pratiquer comme ils le souhaitent. Euh, Après, MBD, c'est toujours très complexe de savoir ce que réellement fait la profession. C'est pour ça que ça doit être réformé. Je pense que ça restera comme c'est actuellement. Il n'y aura plus forcément d'évolution. Euh, mais je pense que ça sera toujours possible de le faire. Et de ce qui était dit dans le rapport, c'est qu'il y aura une possibilité de se reformer pendant un an pour devenir pour passer le DS de réhabilitation orale complexe et du coup de devenir praticien en réhabilitation orale complexe. Voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question par rapport à ça. Mais du coup, si on veut avoir la nouvelle application, il faudra se former ou passer une équivalence. Voilà. En tout cas, trop cool pour vos petites questions. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ou est-ce que vous voulez que j'approfondisse certains points? C'est quoi les points positifs et négatifs de cette réforme également? Finalement. Bah, pour l'instant, il n'y a pas de. Enfin, c'est compliqué de dire les points positifs et les négatifs parce que il n'y a rien qui est sorti officiellement. Euh, Donc, je peux pas dire les points positifs et négatifs de cette réforme finalement. Les points négatifs, c'est que pour l'instant, c'est que ça met beaucoup, beaucoup trop de temps à se mettre en place. Les points positifs, c'est qu'on nous écoute et que ça avance, enfin, ça essaye d'avancer même si c'est très lent. Et du coup, mais du coup, est-ce qu'on pourra se former en endo plus tel que le font les gens qui font MBD aujourd'hui pour endospé avec le DES rock? Du coup, non, parce que c'est vraiment une spécifié à l'intérieur. Le but, c'est pas de spécialiser en endo. Euh, c'est discuté actuellement le DES d'endo, mais ils ont vraiment spécifié que c'était vraiment pas pour devenir endodontiste, quoi, globalement. Mais voilà. Les spécialisations MBD, ouais, bah, c'est Imad, tu réponds, c'est trop cool. Au final, si c'est une réforme qui se discute depuis 13-14 ans, est-ce que vraiment les choses vont bouger prochainement? C'est une réforme qui dure depuis vraiment très très longtemps. Euh, mais depuis un an, 2 ans, ça recommence à bouger avec des choses qui sont faites officiellement. Les référentiels sont en train d'être écrits. Même si ça, je pense que ça va prendre du retard. Les référentiels sont en train d'être écrits. Là, il y a une proposition qui est faite, il y a un rapport qui est sorti. Le rapport, ça donne un peu un coup de pied dans la fourmilière. Donc, on a espoir que ça avance plus vite. Parce que là, il y a vraiment des propositions qui sont faites et tout ça. Donc, je pense que ça peut avancer un peu plus vite et que je pense que vraiment les choses vont bouger, surtout avec le contexte actuel de diplômes étrangers ou européens qui arrivent sur le territoire et tout ça. Ça aussi, ça pose des questions par rapport à la formation qu'on a en France. Attends une date pour toutes ces réformes ou c'est juste le début des concertations? C'est pas le début des concertations, mais c'est pas non plus, j'ai pas non plus de date à donner. Pour la cinquième année, plutôt bah, ils envisageaient pour la promo en quatrième année actuellement, mais encore une fois, c'est trop long. Les pharma avaient une R3C qui traînait depuis 15 ans aussi et qui a abouti cette année, donc on peut espérer aussi pour dentaire, effectivement. Donc c'est pour ça, là, on se recommence à se repencher sur un peu l'effet des santé, et du coup enfin que les filières santé, du coup qu'on profite de cet engouement-là pour aussi nous pousser de notre côté. Donc voilà, il y a une contribution qui va bientôt sortir sur nos positions. Du coup, c'est important voilà, de porter, de pousser la chose et de nous aussi, de notre côté, qu'on rentre en contact avec des politiciens pour le mettre en place. Voilà, voilà. Est-ce que vous allez vous positionner sur le temps partiel? Est-ce que les doyens se positionnent sur un niveau de compétence minimale, DU, expérience par rapport à CCUAH? Est-ce qu'on va se positionner dessus? Ça peut être une réflexion qui peut être faite. Parce que c'est quand même ce qui va déterminer nos profs. Donc je pense que c'est important qu'on se positionne dessus, donc c'est possible. Et est-ce que les doyens se positionnent sur un niveau de compétence minimale?
Des discussions qu'on a pu avoir, je ne crois pas. Je pense que je pense que c'est très fac dépendant de ce qui manque et tout ça. Peut-être les nouvelles facs, par exemple, vont plus être moins exigeants et tout ça, mais je peux pas te donner une réponse particulière sur ce qu'ils demandent en particulier. Je pense que ça sera très... comme c'est un concours, voilà. Bonsoir, concernant le premier cycle, les 10% annoncés de passerelle seraient un pourcentage à respecter par chaque fac, ou est-ce que c'est un maximum? Du coup, je vais retourner sur la diapo. C'est des quotas, c'est, est-ce que ça doit être pour chaque fac? Oui, ça doit être respecté pour chaque fac, ça déjà c'est sûr, mais je crois que c'est le quota maximum. Genre, il faut que chaque fac, non, ou minimum, faut que chaque fac ait minimum 10% de passerelle. Après, s'ils veulent plus, je crois que c'est 10% plus ou moins 5%, c'est-à-dire qu'ils peuvent monter à 5%, à 15%, mais il faut pas que ça soit de moins de 10%. Est-ce que les syndicats des étudiants peuvent aider à modifier certains points sur cette réforme où les grandes idées sont déjà actées? Non. Il n'y a pas. Il y a pas de. Les grandes idées sont pas déjà actées. Enfin, ou alors l'UNECD n'est pas au courant. Et du coup, les associations étudiantes, parce que du coup, c'est l'UNECD qui va défendre ça, donc on est une association, on va défendre les positions. On est en train de créer des contributions pour avoir des positions officielles et un document officiel avec des positions claires pour pouvoir défendre ça auprès des instances et aussi au niveau des ministères et tout ça, pour qu'on leur envoie le document et que ça leur donne des idées aussi. Donc voilà. En effet, le temps partiel qui passe au temps plein risque de compliquer le recrutement car je pense que les profs aimaient justement garder un temps dans le libéral. Bah, c'est un peu ce qui est dit au niveau des syndicats. Voilà. C'est quoi la position du SNIO sur la R3C? Bah, je vous laisse. J'ai pas les positions claires de la SNIO dans ma tête. Donc je pense que vous pouvez aller sur les réseaux sociaux ou les contacter pour leur poser la question sur ce point-là. J'essaye de rentrer en contact avec eux pour avoir ces points-là, pour justement que vous puissiez, pour pouvoir vous redonner un petit retour. Euh, mais voilà, il y a des témoignages dans le chat de... C'est pas à l'ordre du jour selon ma doyenne, le but de cette réforme était une uniformisation globale des études de santé et les textes de loi ayant déjà été votés et mis en place, c'est très peu probable de revoir des temps partiels. Ouais. Mais voilà, il y a des discussions. Est-ce que vous comptez vous positionner précisément sur des possibilités quant aux différentes possibilités du cycle long? Bah ça, faut qu'on voit l'UNCD avec la SNIO pour voir si on se positionne dessus. Mais ça peut être un travail qui est fait. Faut que ça soit aussi une demande de la part de nos administrateurs, de nos étudiants. Mais si c'est une demande, on peut lancer le travail dessus et du coup, comme je suis affaires académiques, je pourrais un peu me pencher plus profondément sur la position, même contacter des internes et tout ça, si comment ça se passe. Donc voilà. Mais pour l'instant, on va pas se positionner si c'est pas une demande. Il y a tant de disparités que ça entre les différentes facs pour le deuxième cycle. Au niveau des cours, oui. Au niveau du type de CSCT, oui. Au niveau du nombre d'heures de clinique, oui. Par exemple, nous, à Caen, on a 5 demi-journées par semaine, ou entre 4 et 5 demi-journées par semaine. Mais dans certaines hautes facs, c'est que 2 demi-journées par semaine. Et encore, des fois, il y a des vacations qui sont hors pratique. C'est-à-dire que c'est par exemple la ST, ou du développement de radio par exemple ou des choses comme ça. Du coup il y a quand même vraiment, c'est peut-être pas radicalement différent parce qu'on reste tous en études de dentaire, mais il y a quand même des grosses différences. Les temps pleins pour les profs, c'est prévu pour quand déjà? Merci. C'est prévu pour janvier 2027. Dès janvier 2027 devrait plus avoir de, de temps partiel normalement. L'ensemble de la profession est pour le retour des temps partiels et l'ensemble de la profession est destiné à écouter dans ce genre de réforme, donc tout est possible. Voilà, c'est ça. C'est qu'il y a encore plein de choses à dire. Est-ce que le stage actif doit forcément être fait en France ou cela est possible dans les dom-tom? Bah, je pense que c'est comme actuellement et ça sera possible de le faire dans les dom-tom. Après, je pense que ça sera à voir avec les doyens et les responsables pédagogiques pour justement accéder à, bah, parce que comme on pourra pas en même temps faire le stage en CHU, ou même si en vrai voir si des CHU sont créés, mais il y a
c'est possible en fonction de la fac où tu es, possible pour Nice par exemple, mais pas pour Bordeaux. Voilà. Et c'est pour ça que c'est important. Enfin, ça dépend, ça dépendra. Après, l'UNECD travaille par rapport au dom-tom et aux positions qu'on peut avoir sur le dom-tom, donc ça sera une position qu'on pourra avoir plus tard. Est-ce qu'il y aura une rediffusion? Pour répondre à cette question, on va essayer de travailler pour avoir une rediffusion pour que tout le monde puisse accéder à ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? En tout cas, merci pour les personnes qui ont posé des questions et qui s'intéressent, vraiment, c'est trop trop cool déjà. Et bah, s'il n'y a pas d'autres questions, peut-être qu'il y a des gens qui sont en train d'écrire, mais s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir finir le live ici. Si vous avez d'autres questions, soit vous pouvez me contacter sur Insta, vous pouvez contacter l'UNECD sur Insta, vous pouvez m'envoyer un mail. Je sais pas si j'ai mis mon mail, mais voilà, ça doit être sur le site de l'UNECD. Vous pouvez contacter l'UNECD et tout ça. Il n'y a pas de souci, je pourrai répondre à vos questions si vous avez d'autres questions. Euh, si ça vous a plu, on va pouvoir, ça serait possible de pouvoir faire d'autres visios. J'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de monde à un moment, du coup c'est trop cool. Mais voilà, cela devrait être harmonisé entre les différentes facs aussi. Oui, ça devrait être harmonisé. C'est l'avenir de notre profession, donc c'est normal de s'intéresser. Merci beaucoup pour la présentation, c'est trop gentil, vraiment merci beaucoup. Mais voilà, n'hésitez pas à contacter vos présidents de corpo ou délégués UNCD de votre ville, ce sont eux qui portent votre voix. Et bah, merci Margot de mettre mon mail si vous voulez m'envoyer des questions suite au live. Donc il n'y a pas de souci. Mais voilà. Il vient d'apparaître à l'écran. Merci aux personnes en fond qui ont écrit le mail. Merci beaucoup. Et merci à tout le monde d'avoir participé au live, d'avoir posé vos questions. J'espère que ça vous a intéressé et que voilà. Donc si on résume, c'est une réforme qui finira par tomber, que ça devrait concerner au pire les troisième années de cette année et au mieux les prochaines promos qui s'engageront en dentaire en connaissance de cause. Ouais, c'est ça. Au pire ou au mieux, ça pourrait concerner les troisième années de cette année. Rien de sûr encore une fois, mais ça pourrait dans les futures années. Voilà, 22h01, 1h30 je crois du coup. C'est top. Et puis on va pouvoir finir là. Comme ça, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail. Si même, du coup, je pense qu'on va remettre la rediffusion accessible. Si vous voulez regarder la rediffusion et vous voulez m'envoyer des messages après, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci, je répondrai à vos questions avec le maximum d'infos que je peux vous donner. Et du coup, voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir arrêter ici. Et du coup, merci à vous, bonne soirée et bon courage pour tout. Max de ce pour Félix. Merci tout le monde et du coup, bonne soirée à vous.